surtaxé. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h46, merci d'être avec nous dans le Grand Matin Sud Radio. Nous sommes ce matin, attention, avec Vincent Duluc, éminent journaliste au journal L'Équipe et auteur du livre Les enfants de la balle aux éditions Larousse à lire absolument. Bonjour Vincent Duluc, merci d'être avec nous. Dans un instant, retour sur le parcours de génie du foot, champion du monde version 98 et 2018. Et il nous dira, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Et on fera bien sûr un petit point sur Manchester, PSG d'hier soir. Mais nous sommes ce matin avec Yolène Delabigne. Bonjour Yolène. Bonjour. Et avec un autre sujet, un chat qui est candidat à la députation lors des prochaines élections moldave qui se tiendront le 24 février. L'herbe à chat, j'ai fumé non, en mais fait. Non mais franchement Yolène, c'est pas sérieux. Ah si. Alors il s'appelle Lunood, il est noir et blanc, il est tout mignon hein, et il propose un programme. Alors là Cécile, comme tout le monde les aime, hein, repos, jeu et bonheur. Oui, super. Voilà, donc j'aimerais que le président Macron s'en inspire un peu pour reprendre du poil de la bête auprès des Français. Oh, pas mal. D'ailleurs le slogan de Lunood, c'est justement ça, reprendre le pays en pattes. Alors Bien. il veut améliorer la situation en griffe. Il veut améliorer la situation des humains et des chats avec par exemple une loi. J'adore cette loi pour imposer une sieste de 2 heures après le déjeuner. Pas mal. Il veut améliorer les infrastructures dans les parcs de Moldavie. Il veut distribuer de la nourriture aux familles qui ont un chat. Et il affirme avoir signé un accord avec Angela Merkel pour accueillir 30 000 chats réfugiés. Alors évidemment, hein, sur sa page Facebook, il y a des chats du monde entier qui déjà lui ont apporté leur soutien. J'ai qu'une question, Yolène. C'est une blague? Alors bien sûr, c'est une blague, mais derrière la blague, c'est assez sérieux en fait. C'est la critique de la vie politique moldave, bien sûr. Le porte-parole de l'UNOHOD, qui est un humain, Christian Sol, explique qu'on est obligé de présenter la candidature d'un chat. Je cite les guillemets, car la vie politique moldave s'est dégradée, les politiciens sont déconnectés des problèmes du peuple, le fossé entre les politiciens et les citoyens s'est creusé, l'UNO veut montrer qu'un chat peut être plus populaire qu'un homme politique et que ses promesses sont plus réalistes que celles des partis traditionnels. Les gens sont tellement déçus qu'ils sont prêts à croire le chat. Fin de citation. Ça pourrait nous rappeler quelque chose. Hein. Je pense que les Gilets jaunes, ils pourraient présenter la candidature d'un cheval ou d'un chien. Alors, cela dit... Cela dit, vous vous souvenez qu'après les élections législatives, on a dit que parfois on pouvait présenter une chèvre, la chèvre pouvait gagner les élections. Exactement. Alors c'est ce que j'allais vous dire. Vous savez que c'est pas nouveau, c'est même assez classique en fait. Quoi, de présenter un animal à des élections, c'est ça? Absolument. En fait, c'est une façon presque traditionnelle d'ailleurs de se moquer de la politique. Et alors le plus incroyable, c'est qu'il y a des animaux qui gagnent. Je vais vous donner, il y a plein d'exemples. Je vous en donne 2. Le chat Stubb, qui a été maire d'une petite localité en Alaska de 1997 jusqu'à sa mort en 2017. Les habitants ont adoré, hein, ils l'ont trouvé super. Ou le chien Bosco, qui a été maire de Sunol en Californie, et il a toujours sa statue. Ouais, ça va bien. France, on a eu le chien Saucisse, candidat aux élections municipales de 2001 à Marseille. Il avait comme slogan pour une société écrit comme saucisse, voilà, plus humaine contre une vie de chien. Écoutez, il a quand même rassemblé 4,5% des suffrages. C'est quand même incroyable. C'est énorme. Et alors la tradition remonte tellement loin que déjà Caligula voulait déjà nommer son cheval qui s'appelait Incitatus au poste de consul. Et ça, je trouve que ça ressemble vraiment à un album d'Astérix, hein, partout à Tis. Oui, c'est exactement ça. Génial. Mais moi, j'ai envie de demander à Vincent Duluc, justement, à quand un chat président d'un club de foot, hein? C'est pas mal, ça. C'est pas complètement con. Non, il rigole, mais non, mais pourquoi parce pas? qu'on a déjà beaucoup dit que Didier Deschamps avait un animal de compagnie pour l'accompagner. C'est son cerveau. C'est son cerveau. Non, c'était pas ça. Pour dire qu'il avait de la chance. Ah d'accord, c'est ça. Merci beaucoup Yolène. Merci. On vous retrouve demain matin dès 6h45 exactement. Alors vous, Vincent Duluc, vous êtes le spécialiste de l'équipe de France depuis 30 ans. Un petit mot hier sur Manchester PSG. Tableau d'honneur pour nos champions du monde. Oui, parce que c'est la première fois qu'une équipe française gagne à Manchester United. C'est la première fois dans l'histoire de ce club centenaire qui perd un match de Coupe d'Europe par 2 buts d'écart à la maison. Donc il ne faut pas diminuer la performance. Après, c'est vrai que Manchester United a confirmé des fragilités qu'on avait un petit peu vues, notamment défensives, que les Parisiens ont su être patients et que même sans Neymar, même sans Cavani, ils ont réussi à faire la différence en deuxième mi-temps, mais ils ont dominé un peu dans tous les domaines. Et c'est vrai que quand c'est facile, on a toujours tendance à diminuer un peu la performance en disant oui, mais en face, il y a un seul tir, ils n'ont rien fait. Mais moi, je trouve que vraiment Paris s'est comporté en équipe. Et pourtant, on partait perdant. Hein. Exactement, à apporter toutes les réponses à un moment où
Au contraire, il y avait une espèce de, où il y avait plusieurs nuages qui s'étaient un peu accumulés ces dernières semaines. Ouais, mais ils ont peut-être mieux joué sans les stars, les 2 stars de l'équipe Cavani, non ? C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de leur donner le ballon et Mbappé finalement s'est retrouvé dans un nouveau rôle, quoi. Hein, oui, mais je suis pas sûr qu'Mbappé puisse être attaquant axial en permanente à ce niveau-là. Non, mais quand on joue à l'extérieur, parce que vous avez dit dans votre article, vous dites comme à la maison, mais comme à la maison parce qu'ils ont gagné comme à la maison, mais oui, mais on a vu qu'en première mi-temps, quand il n'y avait pas d'espace, il avait du mal à jouer dos au jeu et qu'il lui faut des espaces, à partir de loin. Là, on rentre un peu dans la technique, mais c'est vrai que on peut pas céder à cette facilité-là de dire que c'est mieux sans Neymar, c'est mieux Cavani, parce que c'est forcément mieux avec eux. En tout cas, c'était bien comme ça. On était très contents. Et ce matin, pour ce livre Enfants de la balle, le foot, c'est à peu près 2 millions de licenciés dans le monde, à peu près 5%. En France, pardon. Environ 5% des jeunes arrivent dans des clubs de formation. Et puis, très peu sont professionnels aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ? Mais c'est ça qui est assez fascinant, c'est que d'un côté, on a l'impression, quand on examine un peu leur jeunesse à tous, à ces champions du monde de 2018, qu'ils ont vécu la même jeunesse que nous, que tous ceux qui ont joué au foot un jour, finalement. C'est-à-dire de prendre son sac le mercredi. D'aller jouer en bas de son immeuble. De jouer avec ses grands frères. De jouer avec ses grands frères, de jouer dans la cour de récré, de partir à l'entraînement le mercredi, de jouer le samedi, etc. Et il y a un moment, ça bifurque parce qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. Alors, si on cherche un peu, ce qu'ils ont de plus des autres, c'est évidemment le talent. Mais contrairement à l'idée reçue, le talent, en fait, c'est encore ce qu'il y a de plus partagé. Ce qui fait la différence, c'est parfois l'environnement familial, parfois le caractère, la capacité à progresser, l'orgueil, le refus de la défaite. Tant que c'est passionné, c'est le refus de la défaite. Mais c'est quelque chose, c'est une vraie constante. C'est-à-dire que ces gars-là, ils détestent, ils peuvent faire un caprice parce qu'ils perdent aux cartes ou au Monopoly. Ouais. Et moi, quand je joue au Monopoly, ça m'est égal de perdre, donc j'avais aucune chance. mais c'est intéressant parce que vous expliquez, alors ce sont des parcours croisés, hein, vous expliquez comment ces garçons ont été élevés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été élevés. On parle beaucoup d'enfants de banlieue, mais il n'y a pas autant d'enfants de banlieue que ça. Vous expliquez aussi, c'est surprenant, ça, et ce qui est assez surprenant, c'est beaucoup de grandes villes, ou en tout cas beaucoup de tours de grandes villes, enfin j'allais dire de banlieue de grandes villes, d'agglomération. Et vous dites que ces enfants disent que c'est compliqué de devenir champion du monde quand on est issu de la zone rurale. Mais c'est la réalité, quand on regarde vraiment, ça n'existe pas. Mais je pense que c'est dû quand même à l'encadrement et à l'émulation. C'est-à-dire qu'il vous faut des entraîneurs, et les bons entraîneurs, ils ne sont pas forcément dans les villages, ils sont plutôt dans les grandes villes, parce qu'il y a plus d'équipes, il y a un brassage de population plus important, donc plus de meilleurs joueurs. Et les générations spontanées, on sait très bien, elles viennent plus de l'émulation que du hasard. Donc en fait, il faut réunir les bons joueurs au même endroit, au même moment, pour en sortir 2, pour en sortir 3, qui vont s'élever grâce aux autres. Et dans les zones rurales, forcément, c'est plus difficile de s'élever grâce aux autres, parce qu'un bon joueur va être complètement au-dessus des autres. À la limite, celui qui vient... On peut venir de la province, mais de la ruralité elle-même, c'est beaucoup plus difficile. À la limite, le plus provincial, c'est peut-être Florian Thauvin, qui habite dans un petit village à côté d'Orléans. Ah oui, il y a des cas quand même. Ça existe, il a quand même fallu qu'il aille à Orléans. Et Orléans, c'est déjà une province un peu plus élargie. Alors, on parle beaucoup d'argent. On a l'impression que tout est facile pour les joueurs de foot. On parle quand même, dans votre livre, et ça, c'est bien de le signaler, beaucoup de sacrifices aussi, puisqu'on est dans des clubs de formation. Il y en a qui ne voient pas leurs parents. Il y a une éducation un petit peu particulière. C'est une vie de sacrifice. En tout cas au début, parce que ça peut être très long, très rapide, mais très long. Mais ça, c'est une réalité effectivement mésestimée. C'est que forcément, à chaque fois qu'Antoine Griezmann, quand il avait 12 ans ou 13 ans, il rentrait à Mâcon voir ses parents, le dimanche soir, il repartait en Espagne et il pleurait jusqu'à l'aéroport. Et c'est comme ça, voilà. C'est pas des vies ordinaires. Et en plus, c'est des gamins ou c'est des mômes, parce que ça reste des mômes longtemps. Et même d'ailleurs, parenthèse, à l'échelle de la vraie vie, quand à 20 ans ou 21 ans, ou à 20 ans comme Mbappé, il faut répondre à des questions devant tout le monde, mais dans la vraie vie, des mômes de 20 ans, ils sont pas prêts à ça. Et eux, ils sont déjà prêts à ça. Mais au-delà de ça, ils sont donc en concurrence toute leur vie, tous les ans. C'est-à-dire qu'à partir de 11 ans, de 12 ans, il faut absolument qu'ils soient les meilleurs jusqu'à la fin de l'année. Dans les centres de formation, des clubs professionnels, là où ils sont donc préparés à devenir footballeurs, à la fin de chaque année, en avril, en mai, tous les joueurs reçoivent un courrier pour dire on te garde pas. Donc ils sont dans cette dans ce stress permanent, dans cette concurrence permanente. Cette pression. Et c'est quelque chose d'assez violent. Et donc ils se construisent par rapport à ça. Ils grandissent trop vite. Mais ça en détruit beaucoup. Je ne sais pas s'ils grandissent trop vite. En tout cas, ils sont obligés de grandir vite. Ils sont obligés de grandir différemment. Ils sont obligés d'être assez matures pour à 20 ans, 22 ans, peut-être avec l'aide d'un agent, mais discuter avec
avec un grand patron du 440 de leur prochain contrat. Et ça, forcément, il y a un décalage et ça demande une maturité assez incroyable. Alors, on voit aussi, vous parliez de l'entourage et de la famille, on parle de Mbappé. Moi, j'ai appris dans votre livre qu'il avait pris des cours de théâtre, ce qui lui permettait aujourd'hui d'avoir cette facilité au micro et d'irriguer aussi ses camarades, puisqu'il a permis à Pogba et à d'autres de pouvoir justement s'exprimer plus correctement. Je ne sais pas s'il a permis, mais en tout cas, il les challenge finalement. Ouais. Parce qu'on sait très bien qu'il y a tout est question d'ego dans une équipe, tout est question de position et pas seulement à l'arrière du bus. Il s'agit d'occuper l'espace médiatique. Et je pense que quand les aînés comme Pogba et Griezmann, qui donnaient pas beaucoup en conf de presse, Pogba venait pas et Griezmann donnait peu, ont vu que Kylian Mbappé, 19 ans, arrivait à Moscou devant la presse du monde et très à l'aise et faisait des blagues et des trucs. Ils se sont dit, on peut pas lui laisser cet espace-là, il faut revenir. Donc oui, effectivement, à ce moment-là, il rentre un peu dans ce jeu-là. Mais Mbappé, c'est l'exemple type d'une programmation absolue. Il passe pour un gamin de banlieue, mais en fait, pas du tout. Il vient de Bondy, mais c'est un peu de banlieue quand même. Oui, mais Bondy. il est issu d'une classe moyenne. Il est issu d'une classe moyenne. Il n'a jamais eu de problème d'argent. Il n'a jamais manqué de rien. Il n'a jamais manqué de rien. Il a pris des cours de théâtre. Son grand frère jouait au foot aussi. Il a pris des cours de flûte. De flûte traversière, c'est drôle. Voilà, son frère aîné, flûte traversière pour parler à Promédia, je pense que ça peut aider. Je voulais faire la vague, mais j'ai pas osé. Et son grand frère Giresse Kembo a été professionnel au Stade Rennais en équipe de France Espoir. Donc oui, tout a été chez lui une programmation et ce qui lui arrive lui paraît complètement naturel. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, ça s'appelle Enfant de la balle, Vincent Duluc, c'est passionnant. Franchement, j'ai appris plein de choses. Et puis, ça donne aussi des idées, des envies, peut-être à des gamins qui rêvent d'être un jour champion du monde. Parce que ces gamins-là, et en l'occurrence Mbappé, ils savaient qu'il serait champion du monde. Il le voulait vraiment. Et je pense qu'il faut vraiment le vouloir. Il faut le mettre aussi entre les mains des parents. Sur ce livre aussi. Des parents, parce que souvent, c'est eux qui les motivent, c'est eux qui les éduquent. Et c'est vrai qu'on a des footballeurs peut-être aujourd'hui un tout petit peu plus éduqués qu'avant. Ils sont bien éduqués, mais surtout les parents, il faut qu'ils apprennent à garder la distance avec leur gamin par rapport au foot, parce qu'on voit tous les samedis après-midi autour du terrain. C'est la plaie du football d'aujourd'hui. Vas-y, tape-le, vas-y. Et surtout pas. Surtout pas. Il faut faire attention à ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Duluc. À lire absolument, c'est aux éditions Larousse, ça s'appelle Enfant de la balle. Bon. Merci, à demain, Patrick. Oui, à demain. Vous voulez revoir? On va faire 2-3 dribbles. Oui, vous voulez voir en replay, non, ce match? Oui, arrêtez, Patrick. Parce que vous l'avez pas vu. Non, mais j'avais demandé à la France entière de rien me dire. Depuis ce matin, tout le monde en parle. Je vous interdis d'en parler. Arrêtez. Je ne connais pas le résultat. Restez avec nous. C'était impossible. Et franchement, c'était un beau match. Oui, ça va. Oui. Et Mbappé, quand même, malgré tout. Kimpembe aussi, le jeune qui est probablement dans les enfants de la balle, a été formidable aussi. Oui, parce que je l'ai lu dans l'équipement. Voilà, c'est ça. Restez avec nous, les 9h58.